20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Accident mortel survenu ce jeudi à hauteur de Ndiassane. Bilan 3 morts, dont 2 frères et des blessés graves. Affaire Barthélémy Dias. Le maire de Mermoz promet de dévoiler l'identité des commanditaires de l'attaque de sa mairie et prévoit de boycotter son procès prévu le 1er décembre prochain si les instigateurs de cette attaque ne sont pas convoqués. Barthélémy Dias s'est exprimé en marge d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles de sa commune. La journée de l'éducation des filles a été célébrée à Saint-Louis ce jeudi. Un constat, malgré les efforts faits pour scolariser les filles, l'indice de parité est toujours en faveur des garçons. Pour pallier ce manque, le projet 1000 filles, il a pour objectif d'accompagner cette frange de la population dans leur cursus scolaire. Face à la recrudescence des crimes notés ces derniers jours, le chef de l'État réagit. Macky Sall, après avoir demandé à la police de juguler cette violence par des mesures coercitives, recommande cette fois-ci aux médias de s'impliquer en faveur d'une meilleure éducation des enfants. Ouverture ce jeudi de la 25e FIDAK, thème retenu cette année, la promotion du partenariat public-privé. Le directeur du CICES a déclaré que des démarches sont entreprises pour indemniser les exposants de l'édition dernière victimes d'un incendie. Sport à Saint-Louis, le stade Mawade Wade a fait l'objet d'actes de vandalisme. L'ODCAV et la direction du stade ont porté plainte. Une enquête a été ouverte. Et puis, classement FIFA 2016, le Sénégal, meilleure équipe d'Afrique, une nouvelle bien accueillie par le ministre des Sports. Selon Matarba, ce résultat a été obtenu en partie grâce aux actes posés par le gouvernement. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce drame. 3 morts, des blessés graves. C'est le bilan de l'accident de la circulation survenu ce matin à hauteur de Ndiassane. Choc frontal entre un véhicule Mercedes et un véhicule 4x4 a été à l'origine de ce drame. 2 frères de même père et mère y ont trouvé la mort. Une correspondance signée Cheikh Anta Diop et Saïla Tira. Un accident tragique survenu tôt le matin entre Ndiop et Ndiassane sur la route de Tivaouane a fait 3 morts sur le coup. Les 2 frères Moundiaye Ndiaye, Mbalo Ndiaye et leur ami Bara Amar, tous habitants au village de Bakia Ndiaye, étaient à bord d'un véhicule Mercedes en provenance de Kébémer. Un témoin explique les circonstances de l'accident. Leur véhicule roulait à vive allure et voulait éviter un autre véhicule. Le pneu de leur Mercedes a éclaté et le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule qui se trouvait face à face avec un véhicule 4x4. Le choc a été violent. Les 3 passagers du véhicule 4x4 ont été évacués à l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane dans un état très grave. Affaire Barthélémy Dias, le principal mis en cause promet de faire des révélations sur l'identité des commanditaires de l'attaque de sa mairie. Barthélémy Dias ajoute qu'il refuse de comparaître le 1er décembre prochain, la date retenue pour son procès, si les instigateurs de l'assaut contre sa municipalité ne sont pas convoqués. Il s'est exprimé dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. L'homme est plus que confiant. Son procès prévu le 1er décembre. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur promet des éléments révélateurs avant le jour J. Je le ferai. Le procès c'est pour le 1er décembre. Faites-moi confiance. Avant le 1er décembre, je publierai des échos sonores. Vous connaîtrez vous-même qui sont les commanditaires. Un indice. C'est pas la peine. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas mon procès. C'est un procès qui concerne une fois de plus l'intelligence des Sénégalais. Les Sénégalais savent de quoi il s'agit. Le socialiste refuse d'être l'agneau du sacrifice. Sans commanditaire, il n'y aura point de procès. Barthélémy Dias dit confirmer les propos du président Macky Sall, opposant d'alors. Le président Macky Sall était opposant à l'époque. Il a eu à dénoncer l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur et il a exigé la présence des commanditaires. Mais aujourd'hui, on ne fait que confirmer les propos du président Macky Sall, qui est aujourd'hui le président et le patron de l'exécutif. Je rappelle qu'il est le chef de l'État et l'exécutif est dans l'État, le législatif est dans l'État, le judiciaire aussi est dans l'État.
Je n'accepterai pas de participer à un procès sans commanditaire. Je ne l'accepterai pas. Barthélémy Diaz reste convaincu qu'il s'agit d'un procès purement politique. Il y a des individus dans ce pays qui confondent la justice sénégalaise comme un pouvoir indépendant avec une fédération, une coordination, une section de leur parti politique. Et on verra bien qui rira le dernier. Et je répète encore une fois de plus, je suis en pénal, je ne suis pas à la CREI, je suis en pénal. Ceux qui m'accusent ont la responsabilité de le prouver et ils seront incapables de prouver quoi que ce soit parce que je n'ai tué personne. Je me suis défendu, si ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je le referai. Le socialiste dit assumer sa position. Il clame haut et fort son innocence et ajoute que le Parti socialiste aura son candidat en 2019. Et Barthélémy Diaz, que vous venez d'entendre s'exprimer à l'issue d'une remise de fournitures scolaires aux différentes écoles de sa commune pour soutenir l'éducation dans sa localité. Il a également offert un montant de 1,5 million en guise de subvention aux différentes écoles de sa municipalité. Nous l'écoutons sur cette cérémonie de remise de dons, toujours au micro de Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Nous sommes venus aujourd'hui pour distribuer des fournitures scolaires et en même temps aussi distribuer aussi à chaque école dans la commune une subvention en espèces de 1,5 million pour pouvoir soutenir le fonctionnement au niveau de ces écoles et pouvoir aussi motiver le corps enseignant. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une compétence transférée et par l'acte 3 de la décentralisation. Et nous sommes venus aujourd'hui pour faire comprendre aussi bien au personnel enseignant qu'aux parents d'élèves, qu'à l'inspection d'éducation et de formation, que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est un partenaire sur lequel ils peuvent compter. Et toujours dans le registre de l'éducation, la journée de l'éducation des filles a été célébrée ce jeudi à Saint-Louis. Malgré les performances enregistrées dans la lutte pour le maintien de celle-ci à l'école, eh bien, des obstacles sont toujours notés, notamment chez les élèves étudiantes des classes secondaires et des universités où l'indice de parité est encore et toujours en faveur des garçons. Dans la région de Saint-Louis, les acteurs se sont mobilisés à travers un projet dénommé 1000 filles. Il a pour objectif d'accompagner cette frange de la population dans son cursus scolaire. Ousseynou Diop, Abibsek pour la correspondance. Le cadre de coordination des interventions sur l'éducation a célébré la journée nationale de l'éducation des filles édition 2016 au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Le bureau genre de l'inspection d'académie compte renforcer la mobilisation et la participation des femmes pour l'accès, le maintien et la réussite des jeunes filles à l'école, surtout dans les classes secondaires et à l'université. Mais on peut dire qu'on a quelques acquis, parce qu'on peut dire qu'au niveau de l'élémentaire, l'indice de parité est en faveur des filles, au moins aussi, mais il reste le secondaire. Nous sommes en train de nous battre pour que l'indice de parité soit en faveur des filles au niveau du secondaire. La région Nord a des atouts par rapport au reste du pays. Avec Plan Sénégal International, le projet 1000 filles est mis en œuvre. Les jeunes bénéficient de cours de renforcement pédagogique. Ce programme cherche également à promouvoir l'égalité des genres dans les établissements publics et privés pour impliquer les communautés dans la vie de l'école sénégalaise. Donc nous avons développé un projet ensemble, un projet qui intitule 1000 filles, où nous essayons de promouvoir l'éducation des filles. À l'occasion de la 10e édition de la Journée nationale de l'éducation des filles, les autorités académiques ont aussi fait le point sur l'éducation des jeunes au niveau régional. Aujourd'hui, l'objectif attendu de l'organisation de ces journées, c'est de partager, d'échanger sur les problématiques liées à l'éducation des filles au niveau du Sénégal. Parce que vous savez que les statistiques nationales et même internationales montrent clairement vraiment la dominance statistique des filles partout. Le thème choisi cette année est les technologies de l'information et de la communication en éducation. L'objectif visé est de lever des obstacles pour la réussite des filles dans l'école sénégalaise. Avec une actualité largement dominée ces derniers jours par une violence sans précédent, le chef de l'État appelle la presse sénégalaise à s'impliquer davantage au profit d'une meilleure éducation des enfants. Une idée émise par le président de la République et décryptée par les citoyens. Ceux qui ont bien voulu répondre à nos reporters estiment que les programmes diffusés par les télévisions ne prennent pas souvent en compte les préoccupations des parents, ce qui pousse justement ces derniers à se rabattre sur d'autres supports, garantissant une meilleure éducation pour leurs enfants. Aminata Mbaresso, Moudou Diop, reportage.
Marie Bousso est une passionnée des médias nationaux, la télévision en particulier. Elle suit de très près les émissions proposées. Son inquiétude, l'absence de programmes destinés aux enfants. Beaucoup améliorer l'éducation des enfants et surtout, ce que je peux vous dire, diminuer. La musique, je ne peux pas dire, mais les danses, ces façons de danser là, nous, on ne les connaissait pas avant. Des grilles de programmes diversifiées. Pour nos interlocuteurs, ces émissions doivent prendre en compte également certaines préoccupations sociales. Quelquefois en français aussi des règles de grammaire, des émissions qui font des règles de grammaire qui sortent de là. Moi j'ai vu, il y a un autre parler français, voilà, et puis parler anglais aussi. Ça, tout ça c'est intéressant, il faut beaucoup les améliorer. Pour les enfants aussi des émissions éducatives. Il faut censurer certaines scènes. Parce qu'actuellement, on a tout libéralisé. C'est une chose qui est bénéfique d'une part, mais à mon avis, il faut savoir censurer certains faits. Moi, c'est mon point de vue. Le chef de l'État veut que les médias soient davantage tournés vers des programmes beaucoup plus éducatifs. Suivre aussi ces projets de loi-là qu'on vote, qu'on les exécute, c'est l'essentiel. Mais faire des projets de loi, les mettre dans les tiroirs, ça ne sert à rien. Je dirais même que c'est une répétition parce que déjà les médias, ça éduque. Que ce soit positif ou négatif, ça éduque. Mais c'est pour cela, moi, j'insiste sur le fait de censurer certains faits parce que ça influe sur l'éducation des enfants. Des cas de meurtre ou d'agression sont fréquemment signalés. Une criminalité qui prend des proportions inquiétantes. Le retour à certaines valeurs via les médias serait peut-être une des solutions pour sortir des fléaux qui gangrènent la société sénégalaise. Parlons à présent des élections de représentativité des syndicats qui profilent à l'horizon. Le secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, le Sud-Est, n'est pas du tout d'accord avec le ministre de la fonction publique sur le choix des personnes qui doivent voter. Amadou Diaouné dénonce l'exclusion des enseignants du supérieur et du privé en visite à Saint-Louis. Il a aussi demandé au gouvernement de répondre aux revendications de son syndicat pour éviter que l'année ne soit perturbée. Le voici au micro de Seynou Diop. Nous avons exprimé notre désaccord total sur le fait que le ministère n'accepte pas, d'abord exclut de ces élections-là les enseignants du supérieur, alors que l'arrêté dit élection de représentativité dans le secteur public de l'éducation. Nous avons estimé que ça, ce n'est pas juste en excluant une partie des agents de l'État. Mais on a aussi exclu de ces élections les travailleurs de l'éducation qui sont dans le secteur privé, dans les écoles, dans le système d'enseignement privé. Pour reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts importants qui ont été faits, mais quand même il reste encore des points pendants qu'il faut résoudre pour avoir la possibilité d'une année scolaire apaisée cette année. Ce qui reste, les points qui restent, un des points essentiels, c'est quand même l'ouverture de négociations autour de l'étude sur le système de rémunération et de motivation des agents de l'État. Cette question-là n'a pas encore bougé. Et c'est un véritable ouf de soulagement pour les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance. Après 8 ans d'attente, c'est la délivrance. L'IPRES, qui a racheté leur hôtel, a consenti à les indemniser à hauteur de 250 millions de francs. El Hadj Ndiaye est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du tourisme et de l'hôtellerie. Je vous propose de l'écouter au micro de Lissa Prera. Depuis 2008, ils ont fermé l'hôtel. Alors, le gouvernement m'a demandé de mettre en place un plan social. On a fait un calcul. Le plan social, ça fait 378 millions. Alors, malheureusement, j'ai négocié avec l'ensemble des ministres, mais le problème reste entier. Quand le IPRES a récupéré l'hôtel Indépendance, il m'a accordé 250 millions.
Je vous l'annonçais en titre, ouverture ce jeudi de la 25e édition de la FIDAK. L'indemnisation des sinistrés de l'édition dernière s'est invitée à la cérémonie d'ouverture. Le directeur du CICES déclare qu'aucune victime n'est indemnisée à l'heure actuelle. Toutefois, il assure que des démarches sont entreprises. Cherniaï ajoute que le respect des consignes doit être de mise pour éviter des incidents cette année. Le directeur du CICES s'est prononcé en marge de la cérémonie d'ouverture de la 25e FIDAK qui a pour thème cette année la promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce, M. Alioune Sarr, et je vous propose d'écouter tout de suite le directeur du CICES, Cherniaï, au micro de Hadi Atala. Nous ne saurions intervenir sans réitérer notre compassion à la douleur des sinistrés du pavillon vert de l'année dernière. Je répète ici, avec la teneur de sérieux la plus forte possible, que les démarches d'indemnisation sont très avancées et que, encore une fois, aucun sinistré n'a été indemnisé à ce jour, qu'il soit sénégalais ou étrangers. Sur quoi se fonderait-on pour procéder en catimini à un traitement différentiel des sinistrés? Cela ne s'expliquerait pas. Cette édition, nous la voulons une édition de changement en profondeur pour garantir les conditions sécuritaires prescrites à tout établissement recevant du public. Il ne nous reste qu'à prier les visiteurs et les exposants à respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur. Et nous restons au CICES où la gendarmerie a sorti de gros moyens pour la sécurité des personnes et des biens à la 25e FIDAK. Pas moins de 300 éléments ont été mobilisés en plus d'un drone et d'un avion qui survoleront l'espace qui abrite la foire. À ce propos, écoutons le capitaine Aaron Assar, commandant de la compagnie Dakarville. Ses propos sont toujours recueillis par Hadi Atala. Comme par le passé, a pris des dispositions à l'effet d'assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau de la foire. Cette année, j'avoue qu'il y a des innovations dans le dispositif sécuritaire. Donc les deux principales, il faut noter la présence de la section aérienne de la gendarmerie et de l'utilisation des drones. Et ces deux moyens seront principalement utilisés pour la surveillance donc, de la fluidité des axes routiers qui mènent au CICES. Vous n'êtes pas sans savoir que le CICES est un moment où, donc, au niveau des axes routiers, les populations, les usagers de manière générale, vivent un véritable calvaire. Donc, pour juguler ce calvaire-là, la gendarmerie a mis en place, donc, surtout pour les week-ends et samedi-dimanche, les jours de grand rush, donc, ces moyens-là pour pouvoir avoir l'information sur la route et donner des orientations pour faciliter la circulation sur la route. En termes de moyens humains, donc, il y a 4 escadrons en dehors des services, des unités de soutien et des unités d'intervention, des unités de renseignement. Il y a 4 escadrons qui sont déployés. Donc, 2 escadrons sont venus de Dakar et les 2 autres sont venus de Fatick à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Pour vous donner un ordre d'idée, donc un escadron, c'est pas moins de 75 gendarmes. Donc ça peut aller jusqu'à 125. Et hors de Dakar, à la frontière sénégalo-gambienne, pour être plus précise, eh bien, une vingtaine de villages y vivent un calvaire. Les habitants n'ont pas de carte d'identité, les enfants pas d'extrait de naissance. À cela s'ajoute une absence d'infrastructures de santé et un manque accru d'eau potable, enclavée et presque oubliée. Ces villages où vivent des centaines de personnes réclament un meilleur traitement de la part de l'État. Bakary Konté. Les villages sénégalais près de la frontière gambienne traversent le calvaire. Ces populations n'ont pas d'extrait de naissance ni de pièce d'identité nationale. Environ une vingtaine de villages réclament une commune. Certains voient en Gambie pourquoi il y a le tel fait l'obstacle qui est placé sur la route, année que le poste de santé n'est pas là. Donc une fois qu'une femme est en état de grossesse, il doit aller se rendre en Gambie. La proximité et les hôpitaux aussi sont adéquats parce qu'il y a les scanners, il y a la mammographie, il y a tout là-bas. Nous sommes obligés d'amener nos femmes là-bas pour qu'ils accouchent là-bas. Une fois qu'ils accouchent là-bas, nos enfants auront des pièces gambiennes. Et là, c'est pas normal. Et là, c'est pas normal. Les pièces gambiennes ne nous arrangent pas. Ce qui nous arrange le plus essentiel, c'est la commune. Une fois qu'il est la commune, j'espère bien que tous ces problèmes seront réglés. Ces populations dans la Kabada demandent un poste de santé dans les plus brefs délais. Nous sommes dans un village qui n'a pas un poste de santé.
Nous voulons un poste de santé, puisque toutes les femmes qui veulent accoucher, il faut qu'elles aillent en Gambie. Depuis de 50 mètres, les populations de Bambadala et environ veulent des forages. Ce qui ajoute aussi, c'est le problème manque d'eau potable, de forage. On n'a pas de forage. Nous voulons un forage, la construction d'un forage pour aider les femmes qui souffrent énormément dans les puits. Pas de réseau téléphonique à Munkoutala, Sassita Faroumbure. Il y en a un problème de connexion réseau. Moi-même, je suis avec mon portable aussi. Je ne peux pas connecter. Ça fait une semaine que je n'ai pas fait connexion. Pourquoi? Il n'y a pas de réseau. On face à la réseau de Gambie, ce n'est pas bon. On est frontalier sur Gambie ici. Notre maladie, tous les petits là, s'ils sont malades, on va les ramener à Gambie, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de l'hôpital ici. Ces populations demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible pour sortir du gouffre. Et toujours dans la même veine, focus sur 9 villages de la commune de Kaour, c'est dans le Balantakunda, déplacés à cause du conflit casamancé. Aujourd'hui, les habitants de ces villages souhaitent regagner leur terre natale. Ils sont conscients que cela ne se fera pas sans l'aide du gouvernement. Ils ont donc lancé un SOS aux autorités. Nous écoutons Sekounia, maire de Kaour. Il est au micro de Bakary Konté. Le village le plus concerné surtout, voilà, c'est le village de Sengherdiola, parce que nous avons vu que après ce retour, le retour de ce village, le village de Sengherdiola, beaucoup d'autres villages vont avoir envie de revenir, parce que je vois que c'est le village foyer, c'est le village carrefour, c'est le village en tout cas qui permet effectivement aux autres villages de mieux s'épanouir. Nous avons organisé ce congrès et après ce congrès, nous avons constaté qu'il y a eu des couacs, en tout cas de tout bois. Voilà, que ce soit du côté même de l'organisation, du côté du NFDC, mais aussi du côté de l'État, parce que nous ne voyons pas effectivement cet appui de l'aide du gouvernement. Nous avons lancé, en tout cas, je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel au président de la République du Sénégal d'appuyer effectivement la commune dans ce processus de retour des villages déplacés, d'accompagner ces villages déplacés à revenir et après leur installation, après leur retour, de les accompagner au moins pendant 2 à 3 ans pour qu'ils puissent mieux s'asseoir. La Casamance, une zone touristique de nouveau fréquentable, jadis fleuron du tourisme national. La région verte avait par la suite perdu son lustre à cause du conflit armé. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une destination à risque. Les touristes sont de nouveau les bienvenus, une situation qui ragaillardit les acteurs du secteur. Boubacar Diassi. La Casamance, de nouveau ouverte aux touristes européens. Après quelques années d'inactivité, le sud du Sénégal n'est plus dans la zone à risque où l'avait classé le quai d'Orsay. Une nouvelle qui réjouit les autorités du tourisme. Des mesures seront prises pour la relance de l'activité. Nous nous félicitons du fait que récemment, le site du ministère français des Affaires étrangères ait enlevé la Casamance des zones dites dangereuses, donc des zones rouges. Nous nous en félicitons parce que c'est certainement une mesure qui va faciliter la relance de la destination Casamance. Nous félicitons à nouveau le chef de l'État pour la décision courageuse qui a été prise de faire de la Casamance une zone économique spéciale avec un certain nombre de facilités, notamment sur le plan fiscal. Le tourisme réouvert en Casamance, mais la promotion de la destination Sénégal pose toujours problème. Les acteurs du secteur ne se voient pas dans le travail fait par l'agence mise en place à cet effet. De toute façon, cette agence a été créée, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que les professionnels ne se reconnaissent pas dans la gestion de cette agence, gestion à laquelle nous ne sommes pas associés, ni dans l'élaboration de la politique de promotion, ni dans sa mise en œuvre. Je crois que nous en avons assez dit sur ce plan-là. Nous estimons qu'aujourd'hui, qu'il est temps que le tourisme soit géré par les professionnels du tourisme. De 50 000 visiteurs par an dans les années 90, le nombre de touristes est passé à 20 000 en 2015. Au-delà de ce classement du quai d'Orsay, d'autres difficultés plombent aussi l'activité. Enclavement et le manque de dessertes aériennes, entre autres. Il faudra beaucoup de temps pour relancer ce secteur stratégique pour le Sénégal.
Dissa Prera, merci. Bientôt, un nouveau visage pour la gare ferroviaire de Dakar. Délabrée, abandonnée, la bâtisse qui fait partie du patrimoine colonial va être réhabilitée prochainement. Une mesure qui s'impose avec l'avènement du train express régional qu'elle doit abriter, au grand bonheur des amoureux de la culture, mais aussi et surtout des citadins. Mamadou Fall, Léa Niafouna. Le train ne siffle presque plus à la gare de Dakar. Lieu jadis fréquenté où le trafic ferroviaire s'est déroulé à merveille. Aujourd'hui, la gare classée patrimoine colonial historique par l'UNESCO n'est que débris. Son état de délabrement très avancé oblige aux occupants de quitter les lieux. Les locaux de la direction générale du petit train de banlieue se trouvaient ici. Et puisque le bâtiment ne pouvait plus supporter, on a dû quitter. Mais pas d'inquiétude puisque l'État du Sénégal a décidé de la réhabiliter en gardant la même structure. Le secrétaire d'État chargé au réseau ferroviaire, Abdoulaye Nessal, a annoncé la réhabilitation il y a de cela quelques mois. Et cette réhabilitation va apporter à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Réhabilitation, on ne parle pas de carrément changer la structure du bâtiment. La structure du bâtiment, c'est un patrimoine classé. Donc on n'a pas pour objectif de changer carrément la gare. On laisse la gare intacte, mais on la réhabilite. D'ailleurs, la construction de la maison du Terre en est une preuve. La gare renaîtra avec l'arrivée du train express régional. Parler de transport ferroviaire sans parler de la gare de Dakar, qui a une signification, une grande signification pour les populations de Dakar et aussi pour la population de Bamako. Et le TER, puisqu'il vient renouveler le patrimoine du chemin de fer, on ne pourrait faire ce projet sans la grande gare de Dakar. La vieille bâtisse va retrouver son lustre d'antan au grand dent des vendeuses qui ont même tenté de nous plonger dans les années 70. L'actualité sportive à présent, le stade Mawade Wade de Saint-Louis vandalisé. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Plus de 20 jeunes se sont introduits dans l'infrastructure sportive. Ils ont coupé les filets, cassé des bouteilles sur la pelouse et déversé de l'huile de vidange sur le gazon. Des actes de banditisme perpétrés dans l'unique stade fonctionnel de la localité qui ont bien sûr irrité l'OCCAV, mais aussi la direction du stade qui a annoncé une plainte. Une enquête a été ouverte. Ousseynou Diop, Habib Seck. Jusqu'à 2h, 3h, ils savaient que rien ne s'était passé. Donc c'est tard dans la nuit en tout cas qu'ils sont venus. Et il y a eu des dégâts. Les dégâts survenus, c'est un peu les filets qu'ils ont découpés en 1000 morceaux. Ils ont versé de l'huile de vidange sur les poteaux de but. Et ils ont cassé des bouteilles dans les surfaces de réparation. Donc voilà, ça c'est des actes vraiment de vandalisme, c'est des actes ignobles. Et nous entendons en tout cas, nous avons déjà déposé une plainte contre X et nous allons vraiment poursuivre la chose parce que nous n'allons pas laisser tomber comme ça. Il faut dire également qu'il y avait des matchs semi-nocturnes. Les 3 matchs se sont passés dans de très bonnes conditions. Donc jusqu'à 22h, les matchs sont terminés. Nous avons continué l'entretien et puis voilà. C'est donc dans la nuit que les gens sont revenus. Nous savons également que les gens ont sorti des verdicts. Il y a eu en tout cas des cas de réserve et les verdicts sont tombés hier. Donc c'est un peu pour dire que nous allons orienter les gens qui sont chargés de l'enquête parce que nous mettrons en tout cas à leur disposition tout ce que nous savons pour que les auteurs soient identifiés. Le Sénégal, pour la première fois de son histoire footballistique, sacré premier en Afrique. Les Lions détrônent désormais les Ivoiriens dans le classement FIFA du mois de novembre 2016. Une avancée significative selon le ministre des Sports. Matar Ba estime que tout cela est acquis grâce aux actes posés par le gouvernement du Sénégal. Le ministre incite également les joueurs à se donner à fond pour la prochaine CAN de 2017. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fall. Les dieux du football semblent se tourner vers le Sénégal. Après plusieurs décennies d'existence dans le monde footballistique, le Sénégal vient d'occuper la première place en Afrique dans le classement FIFA du mois de novembre. Il détrône ainsi la Côte d'Ivoire. Une prouesse qui fait honneur aux acteurs du foot. Pour le ministre des Sports, cela traduit tout le travail abattu par le gouvernement. Parce que ces performances
qui nous valent aujourd'hui cette place. En tout cas, ces performances viennent d'actes posés par l'État du Sénégal. C'est l'environnement de l'équipe, c'est permettre en tout cas à notre équipe nationale d'être dans de bonnes conditions, faire taire certaines divergences, ne plus gérer de détails quant aux primes, quant au retard ou bien en tout cas aux conditions de regroupement et tout. Premier en Afrique dans un classement doit pousser le joueur à se donner à fond afin d'être champion d'Afrique. Et l'engagement des joueurs. Il faudrait que ceux qui nous ont habitués depuis en se battant jusqu'au bout, en faisant de sorte que le peuple soit satisfait de leurs prestations, que cet engagement-là puisse en tout cas être continué et respecté lors de cette CAN. On a des objectifs. Des objectifs permettront d'aller jusqu'au bout. Il faut d'abord passer le premier tour. Après le premier tour, jouer match par match et gagner ces matchs-là. Une question de mental, une question d'engagement, et que le coach se bat pour que ce mental-là soit toujours de mise dans tout ce qu'on fait, et que j'espère que ce classement-là va pousser ces jeunes à aller de l'avant et à aller jusqu'au bout de cette compétition. Le ministre des Sports assure que l'État est toujours prêt à mettre les moyens qu'il faut pour la bonne préparation des Lions. Des rencontres amicales pourront même être organisées. Hors de nos frontières, une légende du football vient d'annoncer la fin de sa carrière. Il s'agit de l'Anglais Steven Gerrard. À 36 ans, il vient de mettre un terme à une carrière de 18 ans. Génial milieu de terrain, il a obtenu 114 sélections avec l'Angleterre pour 21 buts marqués. Steven Gerrard a presque passé toute sa carrière avec Liverpool, dont il fut un capitaine emblématique, gagnant la Coupe de l'UEFA en 2001 et la Ligue des Champions en 2005. Il avait rejoint le Los Angeles Galaxy aux États-Unis, y disputant 2 saisons avant d'annoncer sa retraite ce jeudi 24 novembre. Et puis de football, nous passons au handball pour parler du match que le Sénégal a fait avec l'Algérie. Plutôt après l'Algérie en match amical, le Sénégal a dominé l'équipe espoir de la France ce mercredi. 23-19, c'est le score de la victoire des Sénégalaises. Troisième et dernier match de préparation, ce sera demain à 19 h contre le club français Stella. Pour rappel, le Sénégal en direction de la CAN en Angola est en préparation en France depuis le 15 novembre dernier. L'équipe nationale jouera son premier match contre la République démocratique du Congo. Ce sera le 28 novembre prochain. Et voilà qui met fin à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.